La pluie n'avait pas cessé depuis l'aube, et lorsque nous sommes sortis de l'église Saint-Matthew's, le ciel gris de Charleston semblait s'être installé dans mes os. Arthur Rowan avait été plus que mon grand-père. Il avait été la voix stable dans une vie trop souvent régie par des mots vifs et des silences plus froids. Le service était calme, digne, rempli des visages de la communauté pour laquelle il avait tant construit. Mon père, Malcolm, se tenait au premier rang, acceptant les condoléances comme un homme politique le soir des élections. Ses poignées de main étaient fermes. Son sourire mesuré. J'ai pensé que peut-être, pour une fois, le chagrin l'avait adouci. Cet espoir n'a pas duré longtemps. Quelques heures plus tard, les personnes en deuil parties, l'odeur des fleurs humides encore lourde dans l'air, je me suis retrouvé dans le salon du domaine. Je sirotais un café tiède, fixant le vieux manteau de cheminée en chêne où Arthur avait l'habitude de poser son bras en me racontant une de ses histoires. Malcolm est entré, son expression dépouillée du masque poli qu'il avait porté toute la journée. « C'est fait », dit-il sèchement. « Le transfert de la succession est officiel. 400 millions bloqués à mon nom. » Il a dit cela comme un homme annonçant la météo, puis a laissé un petit sourire narquois se dessiner sur sa bouche. J'ai hoché lentement la tête, ne sachant pas ce qu'il attendait que je dise. Il ne m'en a pas laissé l'occasion. « Tu ne sers plus à rien maintenant. » Les mots restèrent en suspens, trop absurdes pour être enregistrés au début. « Pardon ? Tu as assez profité, dit-il, son ton tranchant l'air. Fais tes valises. Je veux que tu sois parti de la maison d'ici demain matin. » Pendant un instant, je ne sentais plus mes mains. C'était mon père, l'homme qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait fait la morale sur l'ambition, qui me regardait maintenant comme si j'étais un meuble indésirable. Je me suis levé, forçant ma colonne vertébrale à se redresser, même si ma poitrine se serrait. Très bien. Ma voix ne tremblait pas. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je suis sorti de la pièce, l'écho de mes pas me suivant dans le long couloir vers la chambre qui ne m'avait jamais vraiment semblé mienne. J'ai grandi dans une maison où le silence était une forme de contrôle. Les règles de Malcolm étaient précises et absolues, pas de porte qui claque, pas de réplique, et ne jamais, en aucune circonstance, contester ses décisions. Mes premiers souvenirs de lui se mesurent en correction, posture trop avachie, ton trop sec, ambition trop irréaliste. À l'âge de 10 ans, j'avais appris à garder mes victoires pour moi. Si je ramenais un A, il demandait pourquoi ce n'était pas un A+. Si je gagnais un prix, il se demandait à voix haute combien d'autres enfants n'avaient pas pris la peine de concourir. Les louanges étaient rares, et quand elles venaient, elles ressemblaient plus à une note de bas de page qu'à une célébration. Arthur était différent. La présence de mon grand-père était comme entrer dans un rayon de soleil chaud après être resté trop longtemps à l'intérieur. Il ne me poussait pas à être parfaite. Il me demandait ce que je voulais et ensuite écoutait vraiment la réponse. Quand j'avais 15 ans, je lui ai dit que je voulais travailler dans la finance pour comprendre les courants qui déplaçaient l'argent et le pouvoir. Malcolm s'est moqué, qualifiant cela de monde d'homme. Arthur a juste souri et m'a dit d'apprendre tout ce que je pouvais. Des années plus tard, lorsque j'ai été accepté dans un programme d'études supérieures compétitif, Malcolm l'a rejeté comme une perte de temps et d'argent. Je me souviens d'être assise sur le porche avec Arthur ce soir-là, ma lettre d'acceptation sur mes genoux, me demandant si je devais la refuser. Il a siroté son thé sucré, puis a tranquillement glissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait un chèque de banque assez important pour couvrir mes frais de scolarité pour la première année. « Ne le lui dis pas », a dit Arthur. « C'est entre nous. Considérez cela comme un investissement dans quelqu'un qui vaut la peine d'investir. » C'était Arthur, croyant en moi quand cela lui coûtait quelque chose. Maintenant, debout dans ma chambre d'enfant avec une valise à moitié faite, je pensais à cette nuit et à la fierté tranquille dans ses yeux. Malcolm pouvait me dépouiller de cette maison, mais il ne pouvait pas effacer les fondations qu'Arthur m'avait données. Alors que je tendais la main vers un autre cintre, quelque chose de dur a bougé à l'intérieur de la doublure de ma vieille étagère. La maison ne me semblait plus mienne. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, la chaleur qu'Arthur avait apportée au domaine semblait s'évaporer, remplacée par quelque chose de plus vif, de plus froid. Les portes qui avaient toujours été laissées ouvertes étaient maintenant verrouillées. La bibliothèque, la véranda, même le petit bureau où Arthur gardait ses dossiers, chaque poignée cliquetait inutilement lorsque j'essayais. Le personnel, des gens que je connaissais depuis des années, évitait mon regard. Margaret, la gouvernante qui me glissait autrefois des scones de la cuisine, ne faisait plus que de brefs hochements de tête,
ses mains occupées à des tâches qui n'avaient pas besoin d'être faites. Quand j'ai demandé si quelque chose n'allait pas, elle a murmuré les instructions de Monsieur Rowan, avant de s'éloigner en hâte. Au dîner, Malcolm parlait comme si je n'étais pas là. Il discutait de l'avenir avec un air de finalité, parlant de rénovation, de nouveaux investissements et de la rationalisation de la maison d'une manière qui montrait clairement que je ne faisais pas partie de ses plans. Sa voix portait la satisfaction de quelqu'un qui se débarrasse de ce qu'il considérait comme un poids mort. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de me concentrer sur mes bagages. Mes doigts effleuraient les dos des livres que j'avais gardés depuis le lycée, un réconfort à une époque où j'avais besoin d'endroits sûrs pour cacher mes pensées. L'un d'eux, une épaisse biographie qu'Arthur m'avait donnée pour mon 18e anniversaire, glissa plus facilement que les autres. Quand je l'ai retiré, quelque chose de petit et de ferme a bougé à l'intérieur. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé une enveloppe scellée, cachée profondément entre les dernières pages. Mon nom, de l'écriture stable d'Arthur, ressortait sur le papier crème. Je me suis assise sur le bord du lit, déchirant le sceau avec des doigts prudents. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres. L'encre, faible mais délibérée, le testament protège ceux qui protègent les autres. Pas d'explication, pas de contexte, juste cette seule ligne, assez lourde pour me glacer le sang. Je l'ai relue, traçant les mots comme si plus de sens pouvait apparaître. Arthur l'avait cachée pour que je la trouve. Pas Malcolm, ni personne d'autre. J'ai replié la note dans l'enveloppe et l'ai glissée dans mon sac, mon esprit tournant déjà sur ce que cela pouvait signifier. Le bureau de Malcolm sentait légèrement la fumée de cigare et le cuir poli, comme lorsqu'Arthur l'utilisait, sauf que maintenant la chaleur avait disparu. Malcolm était assis derrière le lourd bureau en acajou, adossé à l'ancienne chaise d'Arthur comme si elle lui avait toujours appartenu. Un verre en cristal de Bourbon reposait à son coude, à moitié plein, captant la lumière de la lampe de bureau. « Assieds-toi, dit-il, sans lever les yeux des papiers devant lui. Je n'ai pas bougé jusqu'à ce qu'il lève enfin les yeux, un léger sourire narquois tirant le coin de sa bouche. « Je suppose que tu as entendu, commença-t-il, comme si toute la ville ne bourdonnait pas déjà. 400 millions. Tout à moi. » Arthur était généreux. Sa voix ne portait aucune trace de chagrin, seulement la satisfaction de quelqu'un qui venait de gagner une partie qu'il avait truquée en sa faveur. Je suis restée silencieuse, le laissant remplir l'air. « Tu as eu un long et confortable séjour ici, Calista, continua-t-il, son ton devenant plus froid. Mais tu n'es plus une enfant. Tu es un fardeau financier. Et franchement, tu as profité. » Il a dit cela comme un verdict, pas une opinion. J'ai presque ri. Je travaillais depuis l'âge de 16 ans, payant la plupart de mes études supérieures grâce à Arthur, pas à lui. Mais argumenter maintenant serait comme crier dans le vent. « Je veux que tu sois parti d'ici demain matin, dit-il, se penchant en avant, les coudes sur le bureau. Pas de drame, pas d'adieux interminables. C'est ma maison maintenant. Et c'est moi qui décide qui y a sa place. » Son regard s'attarda sur moi, attendant la fissure, le tressaillement, la protestation désespérée. Je sentis le poids de la note d'Arthur dans ma poche, les mots brûlant contre ma jambe. Le testament protège ceux qui protègent les autres. J'ai redressé les épaules. Très bien. Aucun tremblement dans ma voix. Aucune hésitation. Je me suis levé, je me suis retourné et je suis sorti sans un autre mot. À l'étage, j'ai fini de ranger le reste de mes vêtements dans la valise en cuir usé qu'Arthur m'avait donnée des années auparavant. L'enveloppe est restée dans la poche de mon manteau, comme si la déplacer pouvait affaiblir la force qu'elle m'avait donnée dans cette pièce. Au moment où l'horloge grand-père dans le hall a sonné 9 heures, mes sacs étaient près de la porte. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque je suis sorti dans la fraîche nuit de Charleston. Le lendemain après-midi, je montais ma valise dans l'escalier étroit d'un immeuble en briques du centre-ville de Charleston. L'appartement était à peine assez grand pour que je puisse étendre les bras sans toucher les deux murs, mais il était à moi. Pas de porte verrouillée, pas d'yeux qui regardent pour voir si j'étais à la hauteur. J'avais vendu quelques bijoux que Malcolm m'avait donnés au fil des ans, des cadeaux plus pour la galerie que pour le sentiment. L'argent n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour couvrir la caution et mon premier mois de loyer. Mon travail d'analyste financière me permettait de travailler à distance, alors j'ai installé mon ordinateur portable sur la petite table de la cuisine et j'ai maintenu mes horaires stables, forçant la normalité dans le chaos. Pourtant, la nuit, je me surprenais à sortir l'enveloppe de la poche de mon manteau, relisant les mots d'Arthur, « Le testament protège ceux qui protègent les autres. »
Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'il dirait avec désinvolture, et cela ne ressemblait certainement pas à un message destiné à Malcolm. J'ai commencé à creuser discrètement, registres publics, dépôts de succession, même de vieux articles de journaux sur des successions avec des clauses inhabituelles. La plupart n'étaient que du bruit, mais de temps en temps je trouvais quelque chose qui faisait battre mon pouls, des fiducies qui ne débloquaient des fonds que sous des conditions spécifiques, des testaments liés à des coentreprises ou à des projets communautaires. Arthur avait été méticuleux dans tout ce qu'il faisait. Il était possible, voire probable, que son testament porte la même précision. 3 jours après mon emménagement, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller à la messagerie vocale, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Calista Rowan? La voix était nette, professionnelle, avec une nuance d'amusement sec. Oui. C'est Evelyn Cole. J'étais l'avocate de votre grand-père. Une pause, délibérée. Nous devrions parler de son testament. C'est inhabituel. Il y avait une lueur de satisfaction dans son ton, comme si elle se retenait d'en dire plus jusqu'à ce que nous soyons face à face. Je me suis redressé. À quel point inhabituel? Elle eut un petit rire entendu. Disons simplement que la semaine de votre père est sur le point de devenir beaucoup plus compliquée. Pouvez-vous venir à mon bureau demain? J'ai jeté un coup d'œil à l'enveloppe sur la table, mon esprit déjà en train de courir. Le bureau d'Evelyn Cole ne ressemblait en rien à ce que j'attendais. Pas d'acajou poli ni de tapis anciens, juste des lignes épurées, des couleurs sourdes et un mur de dossiers soigneusement étiquetés. Elle m'a fait signe de m'asseoir en face de son bureau, puis a croisé les mains, m'étudiant avec le genre de regard qui dit qu'elle en sait déjà plus qu'elle ne le laisse paraître. J'attendais que vous appeliez, commença-t-elle. Votre grand-père avait anticipé certaines dynamiques dans cette famille. J'ai haussé un sourcil. C'est-à-dire mon père. C'est-à-dire exactement votre père, dit-elle en tirant un épais classeur vers elle. Arthur a placé sa succession, tout, dans une fiducie. Malcolm ne peut pas accéder à un centime des 400 millions à moins que des conditions spécifiques ne soient remplies. Je me suis penché en avant, le pouce accélérant. Quelles conditions? Ses lèvres se sont légèrement incurvées, comme si elle attendait cette question. Il doit achever un projet de réaménagement communautaire qui répond à l'approbation de la ville et aux normes philanthropiques d'Arthur. Et il doit le faire avec vous comme co-exécutive. Autorité égale. Droit de signature égaux. Je me suis rassise, essayant de digérer. Vous dites qu'il ne peut pas le faire sans moi. Correct. Il y a plus, continua-t-elle. Pendant les 12 mois nécessaires pour achever le projet, il ne peut y avoir aucune poursuite judiciaire entre vous et Malcolm, aucune rupture publique, et aucun retrait formel de l'arrangement par l'une ou l'autre des parties. Toute violation, et la fiducie est dit. J'ai tracé mes doigts le long du bord du bureau, un mouvement lent et délibéré. Quand est-ce que Malcolm l'apprend? Le sourire d'Evelyn s'élargit juste un peu. Il le sait déjà. J'ai senti le changement dans ma poitrine, l'anticipation, stable et froide. Alors je suppose que je devrais m'attendre à ce qu'on frappe à ma porte. Cela n'a pas tardé. Moins de 24 heures après avoir quitté le bureau d'Evelyn, on a frappé sèchement à la porte de mon appartement. Quand j'ai ouvert, Malcolm se tenait là, habillé de façon coûteuse, mais les bords effilochés. Son visage était pâle, une légère sueur perlait le long de sa naissance des cheveux. Calista, dit-il, forçant un sourire. J'ai pensé que nous devrions parler, de famille à famille. Je me suis écarté sans un mot, le laissant entrer dans le salon exigu. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, les yeux s'attardant sur les meubles d'occasion comme si c'était une insulte personnelle. La banque me dit qu'il y a eu un malentendu, commença-t-il en s'installant sur le canapé. Les fonds sont bloqués dans une sorte de fiducie. Une paperasserie ridicule. Son ton était léger, mais je pouvais entendre la tension en dessous. Ce n'est pas un malentendu, ai-je dit. C'est le testament. Il a fait un geste de la main dédaigneux. Votre grand-père était sentimental. Je suis sûr que nous pouvons contourner cela. Il s'est penché en avant, adoucissant sa voix. Vous et moi. Le sang est le sang. Nous avons une eau différente, mais nous pouvons nous unir maintenant. Faire en sorte que cela fonctionne pour nous deux. Les mots d'Arthur me sont revenus à l'esprit. Ne réagis pas, négocie. Que proposez-vous exactement, demandai-je d'un ton égal. Que vous signez tout ce qui est nécessaire pour que je puisse avancer.
Vous obtiendrez quelque chose, bien sûr. J'ai soutenu son regard. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Son sourire s'amincit. Calista, je vous offre un moyen de rendre cela indolore. Vous pensez pouvoir gérer un projet de plusieurs millions de dollars sans moi? Vous nous coulerez tous les deux. La menace était là, enroulée sous les mots. Mais je n'ai pas bronché. Si vous voulez l'argent, ai-je dit, vous suivrez les termes. Tous. Un muscle de sa mâchoire a tressailli. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait exploser, mais au lieu de cela, il s'est levé, redressant sa veste. Pensez Y, dit-il, et il est sorti sans un autre regard. J'ai fermé la porte derrière lui, sachant déjà que je n'en aurais pas besoin. Il reviendrait. 2 jours après notre première rencontre, j'avais l'accord prêt. Evelyn m'avait aidé à l'affiner, chaque clause rédigée avec la même précision qu'Arthur avait utilisée dans son testament. Malcolm me reconnaîtrait publiquement comme co-exécutive, couvrirait mes frais de subsistance pendant la durée du projet et transférerait 3 propriétés spécifiques du domaine à mon nom. Purement et simplement, sans condition, sans retour en arrière. Quand j'ai fait glisser le document sur la table de conférence d'Evelyn, les yeux de Malcolm l'ont parcouru, puis se sont levés vers moi. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Chaque mot, ai-je dit. Il s'est penché en arrière, croisant les bras. Je ne signe pas ça. Vous me faites du chantage. Je n'ai pas scié. Le testament vous fait du chantage. Je vous donne juste un moyen d'avancer. Pendant la semaine suivante, il a temporisé. Il a prétendu être occupé par d'autres affaires. Il a renvoyé des pages avec de l'encre rouge griffonnée dans les marges. Il a même consulté un autre avocat, un homme en costume impeccable qui a duré une réunion avant de confirmer tranquillement la vérité, le langage d'Arthur était hermétique. Sans ma coopération, les 400 millions de Malcolm auraient aussi bien pu être enterrés dans le sol. Quand il est finalement retourné au bureau d'Evelyn, il était plus silencieux. Pas vaincu, exactement, mais il y avait un poids dans sa posture, une crispation autour de sa bouche. Il a pris le stylo, l'a roulé entre ses doigts et a signé chaque page avec des traits rapides et nets. Evelyn l'a notarié, son expression neutre, bien que j'aie surpris la plus faible lueur de satisfaction dans ses yeux. Malcolm a poussé le paquet signé vers moi, ses jointures blanches. J'espère que vous savez ce que vous faites, Calista. Je le sais, ai-je dit en rangeant l'accord dans mon dossier. Nous nous sommes levés, l'air entre nous lourd de tout ce qui n'était pas dit. Il est parti sans me serrer la main, la porte se refermant derrière lui. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'équilibre basculer, pas seulement dans les papiers, mais dans le pouvoir. Et ce n'était que le début. Le terrain au bord de l'eau n'avait été qu'un terrain de bitume fissuré et de mauvaises herbes lorsque nous avons commencé. Les plans d'Arthur prévoyaient quelque chose de vivant, des murs de verre s'ouvrant sur le port, des salles de classe pour la formation professionnelle et un espace pour les marchés locaux le week-end. Dès la première semaine, je me suis fait un devoir de connaître chaque détail. Je parcourais le site avec les entrepreneurs chaque matin, examinais les factures le soir et établissais des relations avec les fonctionnaires de la ville dont nous avions besoin des signatures. Plus je me montrais, plus les équipes se tournaient vers moi pour prendre des décisions. Malcolm détestait ça. Il arrivait en retard aux réunions, lançait des idées pour réduire le budget qui ignorait à la fois le code et la vision d'Arthur. Chaque fois que je refusais, il marmonnait que j'étais impossible à travailler. Mais il n'a jamais essayé de m'exclure. Il ne le pouvait pas. Le testament s'en assurait. La presse a adoré l'histoire, la famille Rowan s'unit pour honorer le rêve du patriarche. Ils nous ont photographiés côte à côte, souriant pour les caméras. Dans les pages glacées, nous avions l'air d'une équipe. Derrière ces sourires, chaque conversation était une négociation. Au 11e mois, la structure en acier du centre était achevée, des panneaux de verre captant le soleil du matin. Malcolm se tenait avec moi sur le balcon surplombant l'eau, regardant les équipes installer les derniers supports. « Vous vous êtes mieux débrouillé que je ne l'attendais, dit-il, les mots secs mais sincères. « Mieux que vous ne le vouliez, ai-je répondu. Il eut un petit rire sans humour. Peut-être. Ce n'était pas de la confiance. Ce n'était pas du pardon. Mais c'était une reconnaissance, aussi à contre-cœur soit-elle, que je n'étais pas le passif qu'il m'avait dépeinte. Et dans quelques semaines, le projet serait terminé, et les conditions du testament remplies. L'inauguration a attiré une foule assez importante pour déborder sur les trottoirs. Les dirigeants de la ville,
les journalistes et les familles du quartier se sont rassemblés sous un soleil de printemps radieux, le nouveau centre communautaire brillant derrière nous. Malcolm se tenait à ma gauche, les mains jointes, le sourire exercé. Les caméras l'adoraient, mais les discours n'étaient pas à lui. C'était la stipulation d'Arthur, et la mienne. Quand ce fut mon tour, je suis monté sur le podium. J'ai parlé de la conviction d'Arthur que la richesse signifiait peu si elle n'élevait pas les autres. J'ai remercié les entrepreneurs, les bénévoles et la communauté qui avaient travaillé à nos côtés. Je n'ai pas mentionné Malcolm. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont transformés en quelque chose de stable et de chaleureux, roulant sur la cour. Du coin de l'œil, j'ai vu l'expression de Malcolm se durcir, sa mâchoire se serrer alors que l'attention restait sur moi. À la fin de la journée, les conditions de la fiducie étaient remplies. Malcolm aurait sa fortune. J'avais quelque chose de différent, 3 propriétés de premier ordre à mon nom et le crédit public pour avoir donné vie à la vision d'Arthur. Alors que la foule se dispersait, je me suis éclipsé par le chemin latéral, mes talons claquant contre les nouvelles briques. Le centre se tenait derrière moi, vivant de voix, exactement comme Arthur l'avait imaginé. Je n'ai pas regardé en arrière vers Malcolm. Je n'en avais pas besoin. J'avais pris la partie de l'héritage de ma famille qui valait la peine d'être gardée et j'avais laissé le reste dans le passé.